Il est 20h ici à Paris. Bonsoir à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On est ensemble pour 2 heures de Paris Direct. À la une de l'actualité internationale ce soir, Omicron signalé dans 38 pays dans le monde, parmi lesquels la France. 9 cas détectés. De nouvelles restrictions sont envisagées. On en saura plus lundi prochain à l'issue du Conseil de défense sanitaire. Suite du déplacement d'Emmanuel Macron dans le Golfe, au Qatar ce soir après une journée dans les Émirats. Sont en fort la signature d'une commande record de 80 avions de combat Rafale et de 12 hélicoptères Caracal. Historique selon les mots du président français, par ailleurs très critiqué, on le verra. Et puis autre périple, celui du pape François, 2e journée à Chypre. Il a participé tout à l'heure à une prière œcuménique. Il a dénoncé, je cite, l'esclavage et la torture infligée à certains migrants. La question migratoire effectivement au cœur de son déplacement qui l'amènera également demain en Grèce. Se dirige-t-on vers de nouvelles restrictions anti-Covid-19 en France? C'est probable. Un conseil de défense sanitaire aura donc lieu lundi prochain dans un contexte d'apparition du variant Omicron dans l'Hexagone. 9 cas officiellement pour l'heure et plus généralement, les indicateurs de la pandémie ne cessent de se dégrader à 3 semaines des fêtes de fin d'année. Jules Boiteau. 9 cas du variant Omicron sont à présent confirmés en France. Il s'agit à chaque fois d'individus ayant récemment voyagé en Afrique. Le tout premier diagnostiqué rentrait du Nigeria, un homme d'une 50aine d'années. Au moment du test, il ne présentait pas de symptômes et n'était pas vacciné. Le 25 novembre, il est testé positif au Covid-19. C'est dans ce laboratoire spécialisé de Paris que son échantillon a été analysé. C'est là que les échantillons sont mis en contact avec le réactif qui va permettre de détecter si certaines mutations sont présentes. Le criblage cible uniquement certaines parties du virus. Pour identifier avec certitude le variant, il faut utiliser cette machine pour connaître l'intégralité du génome du virus. Cela s'appelle le séquençage. Le séquençage, c'est donc la lecture, comme dans un livre, du génome du virus, où chaque chapitre du livre correspond à un gène du virus. Et dans chaque chapitre, on va regarder chaque mot et on va voir si des mots ont changé. Pour les scientifiques, d'autres cas seront confirmés dans les prochains jours. La parade désormais, prendre ce variant de vitesse. Certaines personnes attendent d'être malades, attendent même plusieurs jours après pour se faire tester. Donc on perd énormément de temps et durant cette période, les gens contaminent leur environnement. Face à ce risque, le ministre de la Santé, Olivier Véran, souligne ce matin l'importance de la dose de rappel. La troisième dose ampute très fortement. En fait, on n'a jamais un niveau de protection aussi élevé que dans les jours qui suivent la 3e injection. Nous avons encore notre destin entre nos mains, c'est-à-dire qu'il ne tient qu'à nous. Vraiment, je ne dis pas ça pour incriminer qui que ce soit, mais juste pour dire, on a parfaitement compris les uns les autres comment fonctionnait ce virus. Comment est-ce qu'il se transmet, à quel moment il faut faire plus attention. On est clairement dans le moment où il faut faire très attention. L'OMS juge élevé la probabilité qu'Omicron se répande sur toute la planète, mais jusqu'à présent, aucun décès associé au variant n'a été signalé. À la une également, le déplacement d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Première escale ce matin aux Émirats Arabes Unis. Il se rend au Qatar ce soir. Demain, ce sera au tour de l'Arabie Saoudite. Officiellement, il s'agit d'approfondir la coopération dans la lutte antiterroriste et d'amplifier les échanges économiques. Mais ses partenaires des régimes autoritaires sont aussi d'importants acheteurs d'armes françaises qui suscitent beaucoup de critiques. En tout cas, ce vendredi, la signature d'une vente record de 80 Rafale a été le temps fort de cette journée. Reportage de nos confrères de France 2 avec Théa Bazdarevich. Une signature historique pour le PDG de Dassault Aviation. Le groupe d'armement vient de conclure un contrat record avec les Émirats Arabes Unis. La vente de 80 avions Rafale et 12 hélicoptères Caracal. Emmanuel Macron met en avant la lutte contre le terrorisme. Pour moi, l'objectif, c'est ça, la paix, la stabilité et la lutte contre le terrorisme, évidemment. Et cela, c'est à la fois la vocation de la France dans cette région et c'est aussi l'intérêt de la France, parce que c'est un intérêt en termes de sécurité pour nos compatriotes. Les Rafales et les Caracal seront livrés à partir de 2027. Il s'agit du plus gros contrat d'armement signé par la France. À la clé, 16 milliards d'euros et des milliers d'emplois. On va
plus que doubler la chaîne de production du Rafale. Donc ça représente des milliers d'emplois, non seulement chez Dassault et ses coopérants, Thales et Safran, mais sur les 400 entreprises qui travaillent dans l'écosystème du Rafale. Mais dans la classe politique, les critiques fusent déjà. Le candidat vert à la présidentielle Yannick Jadot dénonce une France qui fait honte quand elle arme des régimes autoritaires. Emmanuel Macron souhaite aussi contribuer à l'amélioration de la situation au Liban. C'est ainsi qu'il a justifié le fait de renouer le dialogue avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. C'est aussi le sens de la démission du ministre libanais de l'Information, Georges Kordaï, soutenu par le Hezbollah pro-iranien. Il avait critiqué fin octobre l'intervention militaire de Riyad au Yémen, ce qui avait provoqué une très grave crise diplomatique avec les pays du Golfe. On en parle avec notre correspondante à Beyrouth, Zeina Antonios. Bonsoir Zeina. Ce départ, les autorités libanaises l'espèrent en tout cas, pourrait apaiser les tensions avec Riyad. C'est en tout cas la façon dont cette démission a été présentée comme ayant pour but de faciliter la sortie de crise avec Riyad. Mais aucune garantie tout à fait certaine pour le moment que l'amélioration des relations se fera de manière très rapide, puisque je le rappelle, le problème que dénonce Riyad et l'Arabie saoudite dans le fond n'est pas uniquement les propos tenus par le ministre de l'Information, mais la mainmise du Hezbollah sur le gouvernement et sur les décisions au Liban. Emmanuel Macron, c'est bien le président français qui, avec ses contacts, a réussi à faire avancer cette démission parce que le ministre de l'Information campait sur ses positions depuis presque un mois et elle a été obtenue, cette démission, comme garantie pour reprendre en quelque sorte les discussions entre le Liban et l'Arabie saoudite, sachant que les relations diplomatiques entre les deux pays sont à l'arrêt depuis cet incident. La question à se poser, c'est évidemment qu'est-ce que le Hezbollah a pu obtenir, ou bien quelles sont les garanties qu'il a données ou qu'il a obtenues, puisqu'on sait que le ministre de l'Information était le protégé du Hezbollah. Merci beaucoup Zeina pour ces précisions depuis Beyrouth. On en vient maintenant au second jour de la visite du pape François à Chypre, première étape de son pèlerinage qui l'amènera également en Grèce. Au cœur de ce déplacement, la question des migrations. Le pape a d'ailleurs dénoncé tout à l'heure le traitement réservé à certains migrants en proie, je cite, à l'esclavage et à la torture. Il doit d'ailleurs ramener 50 migrants avec lui lors de son retour en Italie. Jules Boiteau. Retrouver la fraternité et dépasser les divisions. C'est le message qu'a voulu envoyer le pape au second jour de sa visite à Chypre, où les arrivées de migrants ont augmenté de 38% cette année. Aux portes du foyer de la crise migratoire, le pape a mis en garde les Européens contre les murs de la peur et les intérêts nationalistes, lors d'une grande messe célébrée à Nicosie ce vendredi, devant plus de 7000 fidèles. Il a également souhaité une gestion plus humaine des exilés, ainsi que l'aide des autres membres de l'Union européenne. Chers frères et sœurs, face à nos propres obscurités et aux défis auxquels nous sommes confrontés dans l'Église et dans la société, nous sommes appelés à renouveler notre sens de la fraternité. Si nous ne dialoguons pas, si nous ne marchons pas ensemble, nous ne pourrons pas guérir pleinement de nos aveuglements. Une fraternité que le pape a décidé d'exprimer par l'accueil de 50 migrants au Vatican, qui rentreront avec le cortège apostolique. Après la venue de Benoît XVI en 2010, il s'agit de la seconde visite d'un pape sur l'île, que François décrit comme un point de rencontre entre l'Orient et l'Occident. 2 mois après la démission de Sebastian Kurz, l'Autriche va bientôt avoir un nouveau chancelier. Les conservateurs ont désigné le ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer, à la tête de leur parti comme à la chancellerie. Il annonce un vaste remaniement ministériel en accord avec ses alliés écologistes. Précision à Vienne de Vienne et Lorrain. À 49 ans, donc ce militaire de formation, qui est actuellement, vous l'avez dit, ministre de l'Intérieur, va donc remplacer Alexander Schallenberg au poste de chancelier. Alors présent au gouvernement depuis 2 ans, Karl Nehammer s'est illustré par une position, par une ligne dure sur les questions d'immigration.
notamment lorsqu'il a défendu le refus autrichien d'accueillir des enfants et des familles réfugiées après l'incendie du camp de Moria sur l'île grecque de Lesbos. Il est également décrit comme une personne loyale à son parti et selon la presse, il entretient de bonnes relations avec les Verts, partenaires des conservateurs au gouvernement. Un point important, puisque ces dernières semaines, des tensions étaient apparues au sein de la coalition. Alors, Alexander Schallenberg, l'actuel chancelier, va donc lui transmettre son poste après moins de 2 mois passés à la tête du pays. Il retrouve désormais son ancien poste de ministre des Affaires étrangères. À noter que l'équipe gouvernementale va également être remaniée. Il y aura des changements au ministère de l'Intérieur, donc, mais aussi au ministère des Finances et de l'Éducation. Et cette nouvelle équipe devrait être investie lundi prochain. Journée internationale des personnes handicapées en ce 3 décembre. Programmation spéciale sur nos antennes depuis ce matin. Et direction tout de suite l'Afrique du Sud pour un coup de projecteur sur une jeune femme de 32 ans atteinte de paralysie motrice cérébrale. À force de volonté et de travail, elle est arrivée seconde au championnat du monde de parasurf l'an dernier. C'est un reportage signé Caroline Dumais, Stéphane Carstens et Nadine Théron. En Afrique du Sud, la plage de Muizenberg, près de la ville du Cap, est l'un des plus beaux spots de surf au monde. Wow, and... Nolu Tando a hâte d'aller aux championnats mondiaux de parasurf en Californie. Elle était très heureuse de recevoir ce jour-là des mains de son mentor, le kit de l'équipe nationale. Yes. Née avec une paralysie cérébrale motrice, cette athlète a commencé le surf en 2014. Une discipline qui a changé sa vie. Nolu Tando a beaucoup de mal à marcher, mais elle est comme un poisson dans l'eau quand elle se retrouve sur sa planche. Au championnat du monde de l'an dernier, elle est arrivée en 2e position. You either rise to the occasion or you don't. And Nolu is one of those surfers that just flew. She thrives on the pressure. L'athlète a d'autant plus de mérite que sans sa planche, elle coulerait. Elle ne peut pas nager. I even cry. On the final, I was crying. When by the time I came out, I was like, oh no, where I'm free. Then I saw my team was coming to me, hugged me. I said, what's going on? I was like, maybe. To me, it's like a physio, a therapy. Even if I am angry on that day, I know, okay, when I am riding the wave, I will take out all of that angerness of me, and then I will make it, and then I will leave it there otherwise. Nolu Tando habite à Kailicha, un township près du Cap. Elle vit sur son allocation d'handicapé d'un peu plus de 100 € par mois. Ces trophées lui permettent de rêver. So it is very challenging. But then I am pushing, I am trying. So my motto is never give up in life. Try hard, try. If you lose today, maybe tomorrow you are going to win. Ouvert à tous les handicaps, le parasurf deviendra bientôt une discipline olympique. Il avait grimpé tous les échelons pour arriver au sommet de l'athlétisme mondial avant de voir sa réputation ternie par des scandales de corruption. Le Sénégalais Lamine Diack est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi chez lui à Dakar. L'ex-dirigeant sportif avait 88 ans. Théa Bazarevich. Il a été le premier Africain patron de l'athlétisme mondial. Un long règne de 16 ans, terni par des scandales de corruption. Né au Sénégal, Lamine Diack arrive dans l'Hexagone en 1957. Un an plus tard, il devient champion de France du saut en longueur. Mais c'est dans son sport de cœur, le football, qu'il démarre sa carrière de dirigeant sportif. Après l'indépendance du Sénégal, il est nommé directeur technique de l'équipe nationale. Toute sa vie, sport et politique iront de pair. Tour à tour député, ministre, maire de Dakar, Lamine Diack occupe aussi les fonctions de président de la Confédération africaine d'athlétisme, puis du Comité national olympique du Sénégal. Ce n'est qu'en 1991 qu'il intègre la Fédération internationale d'athlétisme, dont il prend la tête 8 ans plus tard. L'ascension, puis la chute. À partir de 2011, Lamine Diack met sur pied un système visant à couvrir les cas de dopage d'athlètes russes en échange du paiement de pots de vin. Une vaste affaire de corruption pour laquelle il est condamné en 2020 à 4 ans de prison.
dont 2 fermes. Une deuxième affaire le rattrape. Cette fois, il s'agit de détournement de revenus de droits télévisés et de sponsoring. Son fils est également mis en cause. À l'annonce de son décès, les rares réactions publiques mettent plutôt en avant les succès de l'homme. Le Sénégal perd un de ses plus illustres fils. Diack était un homme d'une grande dimension. C'était une fierté africaine, un modèle pour la jeunesse sénégalaise et africaine. Lamine Diack était discrètement rentré au Sénégal en mai dernier après la levée de son interdiction de quitter le territoire français. C'est chez lui, à Dakar, entouré des siens, qu'il a rendu son dernier souffle à l'âge de 88 ans. Son procès en appel était prévu pour 2022. C'est sa première interview télévisée depuis la mort accidentelle le 21 octobre de Halyna Hutchins sur le tournage du film Rust. Alec Baldwin, auteur du coup de feu mortel, a déclaré donc dans cette interview à ABC ne pas se sentir responsable de la mort de la directrice de la photographie. Les détails de David Gilbert. La star américaine Alec Baldwin en larmes. Interviewé par un journaliste de la chaîne ABC, l'acteur a laissé éclater son émotion en évoquant la mort accidentelle le 21 octobre dernier de Halyna Hutchins, chef opératrice du film dans lequel il jouait. Il est notamment revenu sur le moment où tout a basculé. Je tiens l'arme à l'endroit où elle m'a dit de la tenir, c'est-à-dire en visant en dessous de son aisselle, c'est ce qu'on m'avait dit. Je commence à armer le chien, je ne vais pas presser la détente, je relâche le chien et le coup part. Donc vous n'avez jamais pressé la détente? Non, 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 je ne pointerai jamais un pistolet sur quelqu'un en pressant la détente, jamais. C'est l'entraînement que j'ai reçu. La directrice de la photographie de 42 ans décède peu de temps après à l'hôpital. Le réalisateur du film est également blessé par le coup de feu. Une enquête est toujours en cours. Alec Baldwin, qui tenait le pistolet au moment de l'accident, estime qu'il ne peut pas être tenu responsable. Quelqu'un est responsable de ce qui s'est passé, et je ne peux pas dire qui, mais je sais que ce n'est pas moi. Je veux dire, je jure devant Dieu, si je me sentais responsable, je me serais sûrement tué si c'était le cas. Face au policier, Ana Gutiérrez-Reed, qui était responsable des armes à feu sur le tournage du western, a reconnu avoir fait preuve de négligence. Mais Alec Baldwin, qui est également producteur du film, est visé par des plaintes au civil déposées par des membres de l'équipe.